Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise, et c'est donc tous les jours et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, Bien dans son job, l'expérience salariée. Ce n'est pas un gadget et on en parle aujourd'hui dans un contexte Covid pour l'entreprise de demain. On en parle dans quelques instants avec le président de Mercer. Smart et Réglo, les dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté, on va les lister. Ils sont nombreux, ces dispositifs. On fera le point dans quelques instants avec une avocate. Et puis le Rex du mois, comme chaque mois, donc avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et RSE du groupe Foncia. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des finances. Il a pris la tête d'une commission sur l'avenir des finances publiques, bref de notre dette évidemment. On en parlera avec lui dans quelques instants. Il remet son rapport le 18 mars prochain au Premier ministre. Et puis on parlera avec lui d'un sujet qui lui tient très à cœur, qui est la mobilité des apprentis. Bah oui, la mobilité des apprentis dans toute l'Europe, on en parlera avec lui. Ce n'est pas si simple à mettre en place. Et puis Fenêtre sur l'emploi, un des leaders mondiaux de la réparation et des travaux de bricolage. Côté en bourse, il nous parlera de sa stratégie. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'expérience salariée. Mais qu'est-ce que c'est l'expérience salariée? On en parle avec Vincent Harel. Bonjour Vincent, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de Mercer France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas votre entreprise, belle entreprise, qui est un groupe leader mondial, faut-il le rappeler, qui fournit des conseils, des solutions aux entreprises. On va en parler, des solutions RH, puisque c'est aussi le thème de notre émission. 23 000 collaborateurs, 44 pays où vous êtes présents. On va faire le point et c'est une filiale de Marc et McLehman Company. Je suis persuadé de ne pas avoir bien dit Marc. March et McLennan, mais c'est pas. Mais voilà, on partait très mal. Ce qui est important, c'est vos clients. Des clients, et on va s'intéresser aujourd'hui à votre étude annuelle. Elle a une saveur un peu particulière, l'étude Global Talent Trends, sur cette relation, cette expérience salariée. D'abord, c'est quoi l'expérience salariée? Moi, de l'extérieur, je me dis c'est un peu bullshit, c'est quoi? C'est les vacances, c'est les chèques restaurants, c'est quoi? C'est bien plus que ça. Oui, c'est bien plus que ça. Alors on a une définition, on a justement essayé de définir ce concept qui peut paraître un peu fumeux, un peu bateau, un peu gadget. Et nous on le définit en disant que l'expérience salariée elle est à la croisée de trois sujets. Les attentes des collaborateurs et des collaboratrices, première chose. Le contexte que propose l'employeur à ses salariés, sa culture, son environnement physique, le management, et puis un certain nombre de moments de vérité, qu'ils soient professionnels, personnels, collectifs, publics. Voilà, le Covid est un bon exemple. Quelle expérience salariée a été proposée dans le cadre de cette pandémie aux salariés des entreprises? Et on voit bien qu'il y a eu des réponses diverses et variées à ce contexte particulier. C'est intéressant, Vincent Harel, parce que vous décrivez l'entreprise comme un tout global, finalement, qui prend en charge une sorte de globalité de l'être humain. Oui, absolument. C'est très large. Oui, en fait, c'est une tendance de fond. On voit bien que l'entreprise de plus en plus ne se résume pas à la seule prise en compte des intérêts de l'actionnaire, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes. Parmi ces parties prenantes, il y en a une qui est bien singulière, qui est celle des salariés de l'entreprise, puisqu'elle a un lien particulier. Et donc, de plus en plus, les employeurs se préoccupent de proposer un certain nombre d'éléments, d'environnement, de propositions qui constituent cette expérience que vous accompagnez chez Mercer. Absolument. Et l'enjeu, c'est bien de passer du concept au concret, de passer d'enjeux tout à fait et parfois un peu ésotériques à la réalité, à des choses extrêmement tangibles. On le disait en préparant l'émission, il y a une réalité évidemment physique et concrète, c'est la crise Covid, qui certains sujets n'étaient pas traités dans les études précédentes, et là vous découvrez qu'ils le sont. Flexibilité, santé au travail, on les mettait un peu de côté. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a le télétravail, il y a la peur d'être malade. Voilà. Il y a un an, quasiment jour pour jour, on passait du jour au lendemain, pour beaucoup d'entreprises, à 100% en télétravail. Il y a ceux qui étaient prêts, ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient capables de proposer une flexibilité à leurs salariés, par de l'infrastructure informatique, par une organisation du travail, qui aussi était capable de projeter des éléments de sécurité, notamment autour de la protection sociale, de l'accès à la santé à distance. Voilà, il y a des entreprises qui avaient déjà, dans leur dispositif de protection sociale complémentaire, la télémédecine. Il y en a qui ne l'avaient pas. Et donc, donc les salariés ont pu se rendre compte à ce moment-là des vides, des absences ou des pleins.
Des plaintes en disant tiens, ma boîte se préoccupe de avait moi. déjà pensé à ça avant. Et c'est intéressant. Il y a des tas d'exemples. L'exemple, disons un peu le contre-exemple, c'est peut-être ce qui s'est passé dans le public avec cette difficulté à passer au full remote. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Encore aujourd'hui. Et puis des exemples d'entreprises très agiles pour lesquelles ça n'a pas été un sujet. C'est une question de vie et de mort aussi. Il y a une réalité très, très concrète pour une entreprise de pouvoir continuer à produire, continuer à fabriquer et produire de la valeur à distance. Quand même, il y a un chiffre qui est très intéressant dans votre étude, je dirais, annuelle et mondialisée, puisqu'on l'a vu, vous êtes dans beaucoup, beaucoup de pays. C'est cette tendance, 45% des entreprises françaises citent, alors ils le citent, l'expérience salariée en tête de leurs priorités pour l'année. Moi, je me disais naïvement, tiens, on est bien meilleur que les Allemands et que la Grande-Bretagne. Peut-être que c'est l'inverse, c'est peut-être parce que la France avait du retard, non? Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Prenons le positif, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi une réalité culturelle, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, ceux qui s'occupent des individus, c'est les entreprises. En France, on a beaucoup plus d'équilibre entre ce qui est de l'ordre du privé la puissance publique. et de l'ordre de la puissance publique. Ouais, et donc forcément, cette exigence de protection, de prise en compte de l'individu, elle intervient peut-être un peu plus tard dans la culture française de ce fait-là. Néanmoins, c'est là et ça va rester et de plus en plus. Cette notion d'expérience qui est très intéressante, parce qu'il y a une notion un peu d'aventure quand on dit l'expérience salariée, une question de nouveauté, on va découvrir quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi derrière une relation à la marque employeur? C'est-à-dire que certaines entreprises ont déjà intégré et ont intégré l'idée qu'il fallait aussi retenir les talents et que c'était aussi des outils de rétention de talents. On voit bien derrière expérience employée le concept marketing d'expérience utilisateur. Donc on voit bien l'enjeu de marque qu'il y a derrière. Proposer une expérience à ses salariés qui ressemble à leurs attentes, qui se rapproche de ce qu'ils vivent à titre personnel. Un des enjeux, par exemple, de l'expérience salariée, c'est de résoudre cet écart, notamment technologique, entre ce qu'on vit à titre personnel et ce qu'on vit dans l'entreprise. Dans les années 80, l'entreprise proposait un contexte technologique bien meilleur que ce qu'on pouvait avoir là, c'est l'inverse, un peu. À titre personnel. C'est devenu l'inverse parce que quand vous achetez... On est tous geeks. On a tous, à titre personnel, un smartphone beaucoup plus performant que ce que propose l'employeur. On a tous des systèmes d'information chez soi beaucoup plus avancés que le système d'information RH de son entreprise. Et l'expérience salariée doit résoudre ce gap-là, cet écart, notamment par la transformation des fonctions, proposer un écosystème digital aux salariés qui soit au top de ce qui existe aujourd'hui. Alors dans quelques instants, on aura Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des finances, qui a fait une commission sur la dette, c'est-à-dire penser déjà le monde de demain. Chez Mercer, vous êtes aussi sur ce monde de demain. Vous accompagnez l'entreprise. Il y a aussi un débat aujourd'hui avec vos clients sur la reconversion. Ça, c'est très intéressant parce que c'est préparer une population active à changer de métier. Là aussi, on voit que la France, 29% des entreprises françaises prévoient de renforcer leurs compétences de leurs salariés, mais c'est 45% en Allemagne, 32% en Italie et 39% qui déclarent qu'elles maintiendront leur budget de formation en 2020. Est-ce que la France est prête? Parce que c'est un vrai sujet de notre puissance publique, d'espèce de lenteur un peu administrative qui nous fait perdre un peu en agilité sur ces questions. Oui, le grand enjeu pour les entreprises, c'est la cohérence entre les ressources humaines dont elles disposent et leurs besoins métiers. Donc, c'est encore intéressant parce que c'est aussi un sujet qui se télescope avec la culture française. Exactement, de modèle. Très éloigné, l'éducation très éloignée du monde de l'entreprise. Donc, comment on rapproche des besoins de compétences d'enjeux nouveaux, très drivés par l'intelligence artificielle, l'émergence de nouvelles technologies, etc. Donc oui, c'est peut-être pas encore aussi prégnant que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays, parce que on a peut-être un tempo de transformation qui n'est pas de la même nature. Qui est lié vraiment au modèle. Qui est lié au modèle, mais qui va venir. Et on voit bien, on est sur... le marché de l'emploi en France est assez particulier, parce que on a un marché des cadres qui est quasiment au plein emploi. Alors peut-être que ça va se tendre dans les mois qui viennent, mais néanmoins, on est plutôt sur la quête des bonnes compétences et la compétition. La recherche de talent, ouais. Voilà. Et un besoin aussi avec beaucoup d'univers qui sont mal fournis en termes de compétences, le BTP, l'hôtellerie. Problème de main-d'œuvre. Donc là, le sujet de développement de compétences, de cohérence, oui, c'est un sujet qui est dans la tête des DRH. L'après-Covid, vous y pensez, vous préparez vos clients et vous les accompagnez.
l'entreprise d'après-Covid, c'est quoi? C'est une entreprise plus responsable socialement, écologiquement? C'est une entreprise qui prend mieux en charge, je dirais, la réalité, les besoins de ses salariés? Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on se leurre? Est-ce qu'on est en train d'inventer un monde qui n'existera pas? Ouais, ce que je crois, c'est que la crise que nous vivons, c'est pas la cause de cette transformation, c'est l'accélérateur de cette transformation. C'est vrai. Donc oui, c'est probablement vers cela qu'on va. On voit bien les certifications Bicorp, les entreprises à mission, ça monte. Les entreprises à mission, les entreprises, la raison d'être. Alors avec quelques limites, on voit bien les crises de gouvernance auxquelles on peut penser. Pensez à Danone, évidemment. Par exemple. Mais ça monte, et ce qui compte finalement, c'est la sincérité et la cohérence de tout cela, et la réalité concrète sur le terrain dans les entreprises, et la capacité des entreprises à mettre pour leurs salariés, et aussi pour leurs clients, pour leur écosystème, un certain nombre de mesures qui font avancer les choses. En 10 secondes, votre message, c'est aussi de dire, c'est dans votre intérêt, vous, l'entreprise, que de permettre à des salariés d'être bien, parce qu'en étant bien, dans un écosystème positif, on produit bien. Mais on l'a bien vu. C'est une évidence, mais il faut le dire, non? Et c'est dans les situations de crise qu'on le voit encore mieux. La crise Covid a bien démontré. Vous disiez qu'il fallait se mettre en place pour produire. Les boîtes qui étaient bien avancées sur la flexibilité, sur la confiance managériale, sur un leadership éclairé, c'est très important, et c'est celles qui vont gagner demain. Vincent Harel, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous reviendrez si vous le souhaitez, parce que votre étude est très très riche. Elle fait plus de 40 pages. Je vous invite d'ailleurs à la découvrir dans le détail, puisqu'il permet d'avoir une vue assez mondialisée et donc faire finalement un benchmark entre les pays. Vincent Harel, président de Mercer France, groupe de 23 000 collaborateurs installés dans le monde entier, solutions, conseils, RH notamment. Merci d'être venu. Smart et Réglo, vous n'allez pas être dépaysé, on s'intéresse chaque jour à un focus juridique. Alors c'est des entreprises en difficulté. Comment faire? Quels sont les dispositifs dont elles peuvent bénéficier? On en parle tout de suite avec une avocate. Smart et Réglo, notre focus juridique. Chaque jour, un expert juridique, une avocate, un avocat pour nous éclairer. Aujourd'hui, on s'intéresse, on en a déjà parlé, aux dispositifs de soutien mis en place pour les entreprises en difficulté, dans un contexte particulier. On en parle avec Delphine Karamali. Bonjour Delphine. Delphine Karamali, vous êtes avocate associée spécialisée en restructuration et cofondatrice. C'est très important. Peut-être viendrez-vous débattre avec nous de la place des femmes aussi dans les cabinets et en entreprise. Women in Restructuring. C'est votre réseau. Commençons par replacer le contexte. D'abord, est-ce que la crise Covid a augmenté? Les chiffres médiatiques, en tout cas, nous disent l'inverse, mais est-ce que vous, avocate, sur le terrain, vous voyez quand même une accélération des difficultés des entreprises? Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, l'année 2020 est marquée en effet par un paradoxe. Non seulement la vague de faillite que tout le monde anticipait n'a pas eu lieu, mais en plus, on a enregistré un taux de défaillance historiquement bas, moins 40% selon l'étude Altarès. Voilà. Pour autant, une fois qu'on a contextualisé la situation, est-ce que cela signifie que l'économie française se porte bien et est-ce que les entreprises françaises se portent bien? Attention au trompe-l'œil. Exactement. Alors, ne nous leurrons pas, il y a évidemment une décorrélation entre le baromètre économique et la réalité économique, parce que les entreprises françaises sont sous perfusion. Elles sont sous perfusion économique d'une part, elles sont sous perfusion juridique d'autre part. Sous perfusion économique, les 130 milliards de PGE, vous en avez bien sûr entendu parler, mis à la disposition des banques au service des entreprises françaises, les 100 milliards de plans de relance, les plans de relance sectoriels, toute industrie confondue, dont les 8 milliards juste pour l'aéronautique, mais également le chômage partiel, le crédit d'impôt, etc. Mais elles le sont aussi sous perfusion juridique. Et ça, juridique, c'est intéressant, voilà. Ça. Exactement. Et ça, souvent, c'est passé sous silence. Mais les entreprises françaises ne bénéficient pas seulement d'un dispositif économique de renforcement de trésorerie, mais également de dispositifs juridiques extrêmement avantageux. Et là, je pense, par exemple... Concrètement. Voilà. Concrètement, les 40 ordonnances, il y a une quarantaine d'ordonnances Covid qui ont été adoptées par le gouvernement en 2020. C'est quoi une ordonnance Covid? C'est un texte dérogatoire au droit commun. C'est-à-dire qu'à situation exceptionnelle, le gouvernement a pris une quarantaine de textes dérogatoires exceptionnels, dans un calendrier aussi exceptionnel, parce que sur seulement quelques mois, à tel point, et pour vous donner un exemple, jusqu'en août dernier, les entreprises qui pourtant remplissaient tous les critères de l'état de cessation des paiements n'étaient plus tenues à déposer le bilan. D'où le fait qu'on se retrouve avec 40% de taux de faillite en moins. Parce que ça a repoussé le moment où elles allaient réellement déposer le bilan. Exactement. Vous nous dites quand même en creux,
qu'on a donné un délai, donc elles ne sont pas obligées de déposer le bilan alors qu'elles auraient dû le faire normalement. Ça veut dire qu'à un moment donné, à terme, elles vont le faire. Ou est-ce qu'elles vont se redresser d'ici là? C'est la question qui est posée. C'est une vraie question. Mais l'autre manière de poser la question, c'est est-ce qu'on est face à un château de sable, en fait? Parce que si on est face à un château de sable, exactement. Alors, l'avantage, c'est que la crise systémique et l'effet domino des faillites en cascade, on a pu l'éviter. Voilà. Ça, c'est une excellente nouvelle. Exactement. Et d'ailleurs, on peut se féliciter de la réactivité, célérité de notre gouvernement en ce sens. Pour autant, si on est face à un château de sable, un château de sable, il n'a pas vocation à perdurer sur une plage, et à un moment, il y a la vague qui va passer. Alors, la vague, c'est ce que les économistes appelleront le mur de la dette. Par exemple, les 130 milliards de PGE que j'ai évoqués, à un moment, va bien falloir les rembourser parce qu'ils sont inscrits au bilan des banques et ils n'ont pas vocation à y rester éternellement. Ils devaient être remboursés, les premières échéances, l'amortissement devait commencer le mois prochain. Exact. Vous savez qu'à la veille du reconfinement, ça a été reporté d'une année par notre ministre. Donc, ça sera 2022, c'est ça? Bruno Le Maire, oui. Voilà. À part que 2022, si on repousse d'un an, c'est à la veille des élections présidentielles. Donc, peut-être... Et de nouveau peut-être. Voilà, j'en sais rien. Mais c'est pas impossible que la veille des élections présidentielles, le gouvernement décide de reporter peut-être encore de quelques mois, voire d'une année supplémentaire. Donc, manque de visibilité. Voilà. Bien sûr, c'est très important. Évidemment. Dans les 40 ordonnances dont vous parlez, qui sont des ordonnances dérogatoires à la loi, Oui. vous l'avez évoqué, celle-ci qui est très intéressante, on n'est plus obligé de déposer le bilan. Quelles sont les autres qui ont permis finalement une sorte de perfusion juridique? C'est une expression un peu nouvelle là qu'on découvre sur le plateau aujourd'hui. Oui, alors il y en a plusieurs, il y en a 40. Donc je les emblématiques. Voilà, alors l'emblématique pour moi, c'est l'ordonnance du 20 mai 2020, qui est l'ordonnance, mais je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais parce que je pense que vos téléspectateurs risqueront de s'ennuyer, mais l'ordonnance du 20 mai 2020, qui a été prorogée, qui devait être en place pour quelques mois, parce qu'elle devait s'arrêter au 31 décembre dernier, elle a été reconduite d'une année supplémentaire, elle permet... Pour éviter les dépôts de bilan et les ouvertures de procédures de redressement judiciaire, elle permet aux entreprises de se mettre pendant une période de 10 mois, ce qui est extrêmement long, en procédure de conciliation, avec une possibilité d'organiser pendant cette procédure, pendant toute cette durée de 10 mois, un gel du passif. L'effet entre guillemets pervers, parce qu'il y a aussi beaucoup de points positifs dans la reconduction de ce dispositif, c'est que ce sont des procédures qui sont confidentielles, donc un peu opaques pour les fournisseurs, les bailleurs, etc., qui sont au courant de l'ouverture de ces procédures. Et qui, eux, s'inquiètent aussi. Exactement. Il y a une apparence de solvabilité, de bonne santé, puisque cette procédure n'est pas publique, alors que pourtant, le dirigeant est en égo avec ses banques, avec l'URSSAF, etc., et qu'elle n'est pas forcément en bonne santé financière. Ah, là, c'est aussi le verre à moitié vide et à moitié plein. Décidément, l'expression est beaucoup utilisée aujourd'hui. Ça permet aussi quand même à l'entreprise de ne pas mettre en danger des fournisseurs, de pouvoir continuer à relancer et en évitant le risque de pression de ses fournisseurs. Ouais, alors... Pour être concret. Non, mais tout à fait. Parce que l'inquiétude du fournisseur, c'est de se dire payez-moi tout de suite. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce dispositif a précisément été prorogé pour ces raisons-là, pour éviter qu'il y ait un effet domino. Voilà. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Après... La question pour moi qui se pose, c'est pas la vision court-termiste qu'on doit avoir, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un dispositif économique avec plein d'aides dans tous les sens, il y a un dispositif juridique avec 40 ordonnances dérogatoires, et qu'évidemment on est un peu tenté de rentrer dans la faille et pouvoir bénéficier de tout ça et d'avoir une vision très court-termiste. Vous dites qu'il y a un effet d'aubaine là sur ce que il y a eu des tentatives d'effet d'aubaine. Alors ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut justement, c'est l'intérêt du dirigeant et du chef d'entreprise de ne pas tomber dans ce piège-là et de ne pas bénéficier de cet effet d'aubaine, mais plutôt de profiter de la période actuelle pour préparer l'avenir. Et donc ça passe par comment on profite de la situation actuelle pour anticiper comment on appréhende l'avenir, parce qu'à un moment, l'économie va repartir et c'est là que va se passer la magnitude du choc, et les entreprises qui résisteront à cette relance seront celles qui se seront préparées pendant la crise. Voilà. Attendez, et le conseil que vous nous donnez avant de partir, parce que vous êtes spécialisé en restructuration, donc c'est une question que vous portez, c'est votre métier, est-ce qu'il était dangereux de trop consommer de PGE, de trop aller chercher ces avantages, parce qu'à un moment donné, il va falloir payer les créanciers. C'est compliqué ces arbitrages-là. Il y avait la tentation de se dire, bon, j'ai le PGE, j'y vais, et puis à la fin, il faut que je paye. Alors, comme on dit dans notre jargon, il y a le bas de bilan, le haut de bilan. C'est ça. Le bas de bilan, évidemment qu'il fallait prendre des PGE quand on était éligible au PGE. Ça ne veut pas dire le consommer. D'ailleurs, moi, il y a plein de mes clients, je leur ai dit, attendez, vous prenez le PGE, vous le mettez sur un compte. Et vous le rendrez tout de suite. Exactement. Ouais. Mais ça fait une garantie. Mais ça fait un backup. Ça fait, voilà, si jamais, worst case scénario, on a le PGE, on est là. Et d'ailleurs, c'était pour ça. C'était vraiment une aide. C'est
presque psychologique. On sait que... C'était un abondement immédiat en renforcement de trésor. Donc là-dessus, voilà. Maintenant, pour autant, c'est pas parce qu'on a le PGE qu'il faut partir à la plage et plus rien faire. Je pense qu'au contraire, il faut préparer l'avenir. Et là, c'est des dispositions de fonds que les dirigeants... Et on a une responsabilité, vous parlez de professionnels du restructuring, c'est-à-dire tout l'écosystème de la défaillance d'entreprise. On a une responsabilité collective sur ce sujet. Parce que c'est de notre responsabilité que, en cette période, accompagner les dirigeants pour préparer l'avenir. Et ça passe pas seulement par choper un PGE. C'est ce que j'évoquais. Voilà, ça passe par des vrais sujets de fond. On peut les évoquer parce que c'est important. Mais très rapidement, parce qu'on déborde. Bien sûr. Allez-y, en amont. Non, mais c'est le renforcement des fonds propres. C'est peut-être des opérations de consolidation parce qu'on est face à une atomisation sectorielle. Voilà. Ça peut passer par un downsizing des effectifs, même si évidemment je ne fais pas l'apologie du PSE, par des opérations de croissance externe, etc. Merci Delphine Caramal, c'est un plaisir. Votre passion, voilà, comme ça, traverse l'écran. Avocate associée spécialisée, on l'aura compris, en restructuration. Puis j'indique aussi que vous êtes la cofondatrice de ce réseau Women in Restructuring. Vous reviendrez peut-être débattre avec nous d'ailleurs sur des sujets. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Nous éclairer sur cette perfusion juridique. Ouais, c'est un nouveau mot là qu'on a découvert aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, eh bien, c'est notre Rex du mois avec Frédéric Fourgerat. Il est là, il nous attend, c'est tout de suite, ne bougez pas. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, le retour d'expérience. Ben oui, Frédéric Fougera, je vous vois sourire. Comment allez-vous ? Très bien. Directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia, vous venez chaque mois. On va parler aujourd'hui des sites de notation des entreprises, parce que vous allez aborder les forces et les faiblesses en fait, de ces sites de notation, les rapports des entreprises à ces sites, parce que ce n'est pas toujours simple. Est-ce que les entreprises n'ont pas été un peu indifférentes à ces sites de notation ? Est-ce qu'elles n'ont pas un peu méprisé ces sites ? Au début, c'est évident. Au début, il y avait plutôt une inconnue sur ce que ça pouvait représenter. Donc, certaines ne les ont même pas vues ou même pas vues venir. D'autres les ont peut-être un peu méprisées, comme vous le dites. Ça peut dépendre aussi de l'intérêt qu'il y avait, de la difficulté de recrutement dans un secteur ou dans un autre. Du coup, on porte plus ou moins attention à son image. Mais effectivement, au début, ça a pu être un peu évacué par certaines, oui. Est-ce que d'autres, à l'inverse, n'ont pas mis finalement en place des stratégies pour se positionner au haut du classement ? Ils ont fait les bons élèves, ils ont trouvé les bonnes portes. Mais carrément. Oui. Là, il y a certaines, notamment là où le marché du recrutement est très tendu, ont mis en place des stratégies, carrément des stratégies marketing. D'ailleurs, avec la limite de où est la transparence et où est l'authenticité de ce que l'on vend. Est-ce que c'est réel tout ça ? Voilà, on l'évoque souvent ici. Un recrutement, c'est gagnant-gagnant. Donc, personne ne doit chercher à tromper l'autre. Donc ça, c'est un point. Il faut aussi faire attention pour l'entreprise de ne pas tomber dans le risque de perdre la maîtrise de sa propre communication en cherchant à satisfaire ce que peuvent attendre ces sites et puis du coup ne plus maîtriser soi-même exactement qui on est et ce que l'on veut montrer de soi. Ils sont un peu entre deux cymbales, hein. C'est compliqué la relation qu'on doit avoir. Quelle valeur accorder à ces fameux sites de notation ? Parce que c'est une question de fond. C'est une question de fond. Mais je pense qu'il faut tenir compte des avis qui figurent sur ces sites. Il ne faut certainement pas les mépriser, comme vous le disiez. En revanche, il faut être attentif à la qualité des avis, et notamment si les avis sont des avis authentiques. Certains sites garantissent l'authentification ou certifient là aussi, les avis. C'est compliqué, on ne sait jamais si c'est... D'autres ne le font pas. Il faut s'intéresser à quel site on regarde et ce qui se passe. Je vous prends un exemple qui est parallèle au pur recrutement, mais qui touche vraiment l'image employeur. Dans l'immobilier, vous avez un certain nombre de sites de notation, un qui s'appelle ImmoAdvisor, qui rappelle un bien connu pour la restauration, qui garantit que les gens qui s'expriment sont de vrais clients, qu'ils ont une vraie interaction avec le professionnel de l'immobilier. Il y a une modération sur les avis, pas sur la note. Et donc là, important. par exemple, chez Foncia, on a une note en moyenne 4,5 sur toute la France. Ça, vous dites que c'est fiable. En tout cas, on peut s'appuyer sur cette note. Oui, parce que leur modèle est garanti. Et quand vous avez une note pour une entreprise globale qui est environ de 4,5 sur toute la France, et puis qu'elle est très dégradée sur Google, où vous voyez les gens se défouler, là, vous dites
Mais effectivement, il y a une nuance parce qu'on ne peut pas avoir 2 consultations nationales qui donnent des résultats aussi différents. Donc le conseil quand même que vous nous donnez, là, Frédéric, c'est aussi quand même de voir, de faire la différence, d'aller sur le site de notation, puis de faire un petit benchmark sur le classique, sur Google, quoi. Mais Là, vous dites, là, il y a un bug, là. Mais oui, complètement. Et puis je pense surtout qu'il il ne faut pas se limiter à une seule source d'information. Ouais. Donc les sites de notation, c'est très bien. Il faut les regarder, il faut y veiller. Mais c'est aussi intéressant d'aller voir, par exemple, comment les collaborateurs s'expriment eux-mêmes à propos de leur entreprise. C'est très important. Sur les réseaux sociaux notamment. Maintenant, tout le monde est communicant sur les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est le site professionnel par excellence. Sur LinkedIn, est-ce que les gens parlent de l'entreprise dans laquelle vous avez envie d'aller ou pas? Et sur quel ton? Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce qu'ils sont fiers? Il ne faut pas non plus se limiter à ça, parce qu'il y a des entreprises où il y a un relatif secret professionnel, une confidentialité. Donc c'est difficile de s'exprimer, donc il ne faut pas se lier à ça. Puis peut-être aussi, en troisième, voir est-ce que l'entreprise donne la parole à ses collaborateurs. On a évoqué il y a quelque temps le blog Belle Personne. Voilà, allez voir si l'entreprise donne la parole à ses collaborateurs. Et encore une fois, sur quel ton? Est-ce que ça paraît être purement de la com, ou est-ce que le discours paraît libre? Est-ce qu'il est 100% trop positif et trop façonné, ou est-ce qu'il semble vraiment très réel? Le mix de toutes ces informations, je pense que ça donne une bonne perception, une bonne image de l'entreprise. Il faut préciser, Frédéric, que chez Foncia, il y a un travail de fait sur l'expérience collaborateur à travers des interviews. Enfin, on découvre comme ça, un peu live, c'est important ça. Exactement, mais c'est une des façons où l'entreprise peut donner la parole aux collaborateurs. C'est parfaitement fait pour travailler l'image employeur, enfin, faut pas non plus mentir, mais voilà, on peut noter et apprécier la liberté de ton ou pas. Est-ce que les gens récitent un discours ou est-ce qu'ils s'expriment assez librement? Ça permet d'apprécier l'entreprise dans laquelle on peut vouloir postuler. Dans le Rex du mois, avant de nous quitter, le conseil que vous nous donnez, c'est allez voir ces sites, ils sont utiles, mais vérifiez leur fiabilité. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Pour les sites de notation, sachez, oui ou non, si les avis sont authentiques. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre un peu plus de recul. Et puis, ne vous limitez pas au seul site de notation. Ayez plusieurs sources d'informations. Avec plusieurs sources d'informations, ça vous permet de vous façonner une vraie image de ce qu'est l'entreprise dans laquelle vous pouvez vouloir postuler. C'est ce qu'on peut faire d'ailleurs sur d'autres choses, la restauration, l'hôtellerie, où on va croiser 2-3 informations et de se dire, en plaquant les 3, je suis à peu près dans la vérité, c'est ça en fait qu'il faut faire. Et puis évacuer les avis qui sont extraordinairement positifs ou extraordinairement négatifs. En principe, ceux-là sont douteux. C'est la concurrence ou c'est le collaborateur. N'est jamais ni parfaite ni totalement exécrable. Donc c'est plutôt le cœur d'avis qui compte le plus. La vérité est souvent au milieu, entre les deux. Frédéric, c'était un plaisir. Frédéric Fougerat, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Chaque mois, le REX comme le retour d'expérience, évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir. Je vous retrouve le mois prochain, si je ne m'abuse, dans un mois, pour de nouvelles aventures, un nouveau Rex. On fait une courte pause, on va s'intéresser à la dette. On vient de l'entendre il y a quelques instants, le mur de la dette, c'est 186 milliards d'euros, avec 100 milliards de fiscalité qui a disparu, puis 86 milliards de coûts directs. On va en parler avec Jean Arthuis. Il n'est pas venu nous parler uniquement de la dette, même s'il présidait cette commission sur l'avenir de la dette. Il nous parlera aussi de la mobilité des apprentis, de ces jeunes apprentis qui ont envie de partir en Allemagne, en Angleterre. Encore que l'Angleterre est un mauvais choix. En tout cas, dans les pays de l'Union, l'Angleterre, ce sera fini. On en parle tout de suite après cette courte pause. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui, je l'évoquais dans nos titres avec Jean Arthuis, qui est le président de la commission sur l'avenir des finances publiques. On en parlera un tout petit peu parce qu'il remet son rapport le 18 mars prochain. Vous imaginez bien qu'il ne va pas nous dévoiler les secrets de son rapport, mais on en parlera avec lui. Jean Arthuis, merci d'être avec nous. Rapidement, votre parcours, c'est intéressant. Vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances. Vous avez été sénateur. Vous avez été député européen et on parlera avec vous longuement parce que vous êtes venu sur ce plateau pour nous parler de quelque chose qui vous tient très à cœur depuis 2018, date d'un rapport que vous aviez remis sur la mobilité des apprentis, parce qu'on connaît nos apprentis des CFA, et ils ont envie de partir dans des pays européens, et puis réciproquement, on a aussi envie de recevoir dans notre pays, parce que c'est un peu l'histoire de l'Europe que vous portez à travers ces apprentis. Oui, on va en parler avec vous. D'abord, un mot quand même sur cette commission sur l'avenir des finances publiques, parce que beaucoup d'élus politiques de premier plan ont dit, mais attendez, cette dette, on ne la paye pas. Vous avez pris les rênes d'une commission avec 10 membres, Augustin de Romanet, Marisol Touraine, pour ne citer que les plus connus, Laurence Parisot, vous-même qui l'a présidé, remis au Premier ministre, ce sera le 18, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est un moment important. Ce rapport sera commenté. Il faudra la payer ou pas, cette dette? Ou est-ce qu'on la fait rouler doucement, comme ça, de décennie en décennie, en enjambant les élections?
Tous les pays ont tendance à rouler la dette publique, c'est-à-dire qu'on rembourse les emprunts qui viennent à échéance en souscrivant une nouvelle dette. Donc, on la pousse devant soi, elle roule en quelque sorte. Elle roule, et donc on ne la paie pas. On ne la rembourse pas en tout cas. Et le vrai sujet, c'est de savoir jusqu'où peut aller cette dette en pourcentage du produit intérieur brut. Là, évidemment, cette dette a augmenté depuis cette Ce qui est crise clair, Covid. c'est qu'on a franchi le plafond des 100%, et on va être sans doute autour de 120%. 120%. Et donc la question est de savoir à quel moment on peut stabiliser cette dette, voire en réduire le montant, parce que nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes dans une Union européenne, dans une zone euro, nous avons pris des engagements à l'égard de nos partenaires, et donc jusqu'à maintenant on a pensé que la règle elle était dictée par l'Europe, cette règle a été suspendue. Oui. Mais comme beaucoup de choses d'ailleurs avec ce Covid. Peut-être faut-il, plutôt que de nous référer à des règles européennes, de nous doter nos propres règles pour maîtriser notre dépense publique et l'évolution de notre dette. Avant de nous tourner vers parce que les pays surendettés sont comme tous les surendettés, ils sont dans la main de leurs créanciers. Évidemment. Et donc ceci peut porter atteinte à l'indépendance nationale et à la souveraineté. Ça, c'est un sujet fondamental. Alors, il y a eu ces prêts de la BCE. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'État-providence que l'on croyait affaibli, il va bien, en difficulté, il est de retour. L'État-providence est de il retour. a su mobiliser les moyens dont le gouvernement avait besoin pour protéger les Français contre le Covid-19 et pour éviter l'effondrement de l'économie, effondrement économique et social. Mais à travers cet État-providence, et on va basculer, vous allez voir assez rapidement vers le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, qui est la question des apprentis, de leur mobilité et donc de la question européenne, est-ce qu'à travers ce débat d'une forme de patriotisme financier, on n'est pas en train de tuer l'Europe ? Il n'y a aucune cohérence européenne sur le Covid. L'Europe a des Vous qui êtes un Européen convaincu. Eh bien, ce qui me rend optimiste, c'est que les marges de progression sont considérables. et ce que j'observe, c'est que les pays sont très attentifs à la solidarité européenne lorsqu'il s'agit de monnaie, parce que la monnaie, c'est la confiance, c'est l'encre de confiance. Moi, j'ai souvenir que en 97, lorsqu'il y avait sur la table un projet de traité, le traité de stabilité et de croissance, à la veille des élections législatives, certains disaient, si nous sommes majoritaires, nous ne ratifierons pas ce projet. Eh bien, une fois élus, majoritaires, ils ont ratifié. Sous l'ère socialiste en France. Et le même processus s'est produit en 2012, lorsque un candidat à la présidence de la République, voyant arriver sur sa table un projet de traité, le TSCG, disait, si je suis élu, je ne ratifierai pas. Une fois élu, son gouvernement l'a ratifié. Donc, chacun a conscience que l'Europe apporte une solidarité et on peut se demander ce que nous serions devenus sans l'euro. Lors de la crise financière mondiale de 2007-2008. Bien sûr. Et qu'en serait-il aujourd'hui ? D'un mot, et on va parler des apprentis. Oui, parce que... parce que ce sujet vous passionne. Est-ce qu'il faut, comme on l'avait évoqué sur les OPEX, la France est engagée, on le sait, dans l'opération Barkhane et dépense beaucoup pour l'Europe, pour protéger l'Europe. Est-ce que cette question de la dette Covid, elle est calculable ? Est-ce qu'on peut l'isoler de notre dette, comme on l'appelle, structurelle, pour utiliser les mots un peu technocratiques ? Je vous inviterai à lire notre rapport. Vous voyez que je touche du doigt quelque chose. Je sens que vous avez travaillé sur ce sujet-là. Vous lirez notre rapport. Voilà, donc il y a peut-être une réflexion à mener sur ces deux dettes. Que nous voulons aussi pédagogique que possible, parce que ce qui est essentiel, c'est que la France sorte du clair-obscur sur ses finances publiques. Et sur ses réformes et permettre aux citoyens d'avoir une vision, d'avoir une lucidité sur la situation de nos finances publiques et sur notre dette. Vous qui depuis plusieurs années maintenant portez ce sujet de l'alternance des apprentis, des CFA, pour les faire bouger dans toute l'Europe, qui est une clé essentielle pour notre jeunesse, de pouvoir maîtriser la rencontre avec un autre pays, une autre culture, une autre langue, et c'est évidemment un échange. C'est quand même des sujets compliqués. Vous parliez de l'État-providence.
vous êtes face à l'administration, rien que sur ce sujet des alternants, des apprentis. Est-ce qu'elle a été à la hauteur, notre administration? Est-ce que notre système administratif est de qualité, malgré notre dépense publique? Je vous amène à cette question assez fondamentale. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, le gouvernement a pris ses responsabilités en proposant au Parlement une réforme de l'apprentissage, choisir son avenir professionnel. Et ça cartonne. Voté en septembre 2018, et ça cartonne, comme vous le dites. Oui, ça cartonne. Donc, le vrai sujet, l'un des investissements d'avenir majeurs, c'est la formation professionnelle. Confrontés à la mondialisation, aux défis qu'elle nous lance, la compétitivité, nous avons besoin de former des talents. Et là, nous sommes au cœur de l'inclusion. Ne laisser personne au bord de la route. Et la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre par le métier, en alternant entre les cours théoriques et du concret, et puis le concret dans l'entreprise, c'est à mon avis une clé de la compétitivité et de notre avenir. Alors Jean Arthuis, je l'évoquais, vous avez été député européen, vous êtes un Européen convaincu, vous croyez en cette Europe, même si parfois elle donne l'impression d'être malade. Qu'est-ce qui vous a poussé, porté? Alors on connaît Erasmus, pour résumer tout simplement Erasmus, d'ailleurs qui a été remis en question, une tentative de remise en question, c'est pour les écoles de commerce, c'est pour les étudiants. Vous vous êtes dit, il faut descendre d'un niveau, il faut aller à la rencontre de ceux qui font des métiers manuels, qui sont dans des CFA. Comment ça vous est venu, cette idée? Depuis toujours, je crois en l'apprentissage et je suis attristé par le regard de la société française sur l'apprentissage. Donc, que pouvons-nous faire pour remettre l'apprentissage au premier plan de nos préoccupations et reconnaître que ça peut être une voie d'excellence? Candidat aux élections européennes en 2014, j'avais mis dans mon programme l'Erasmus des apprentis. Parce que les apprentis partaient de temps en temps, mais ils partaient 8 jours, ils partaient 2 semaines, ce qui est très bien. Parce que rien n'était organisé, il faut le préciser. Ce qui est très bien. Mais je me suis demandé pourquoi les apprentis ne bénéficiaient pas, comme les étudiants, de mobilité longue, c'est-à-dire d'au moins 3 mois et si possible 6 mois, une véritable immersion, pour qu'un apprenti, lui aussi, puisse parler une autre langue que la langue maternelle. Une autre culture, une autre manière de travailler aussi. Qu'il aille à la rencontre d'autres pratiques, d'autres cultures, qu'il s'ouvre au monde, qu'il sorte de sa zone de confort. Et ce que je puis dire, c'est que les apprentis, lorsqu'ils ont bénéficié d'une mobilité longue, lorsqu'ils rentrent, sont totalement transformés. C'est exact. Ils ont confiance en eux-mêmes, ils rayonnent, ils ont acquis une autonomie. Et c'est pas simple de partir. Non, c'est vrai. Donc, je me suis dit, on va lancer un projet pilote. Je présidais la commission des budgets, donc je suis parvenu à faire agréer ce projet pilote pour tester, pour identifier, pour évaluer les freins à la mobilité. Il y a beaucoup de freins, on va y revenir, mais il y a beaucoup de freins en France. Il y a beaucoup de freins. Vous créez une association. Alors, là, vous la poussez. L'expérimentation nous a permis d'en tirer quelques enseignements, à savoir qu'il y avait des freins juridiques, parce que contrairement aux étudiants, on passe des conventions entre universités, entre grandes écoles, on délivre le diplôme, parfait, ça marche. Là, ça ne marche pas pour les CFA. Ici, il s'agit d'un contrat d'apprentissage, d'une alternance, donc il y a un contrat de travail. Et 28 pays, 27 aujourd'hui, c'est 27 législations différentes. Oui, c'est compliqué l'Europe. C'est très compliqué. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc on a des freins juridiques, on a des freins économiques. Comment assurer l'autonomie financière des apprentis lorsqu'ils sont en mobilité, lorsqu'ils passent 6 mois dans un autre pays? Logement, comment assurer logement, comment assurer leur couverture sociale en cas de maladie, en cas d'accident? Des freins académiques. Comment reconnaître les acquis de la mobilité lorsqu'on délivre le diplôme? Pour les étudiants, ça ne pose pas de problème. Mais pour les bacs et infra-bacs, c'est l'autorité académique. Et là, il y a quelques réticences. J'ai vu comme linguistique également. Évidemment. Alors, vous évoquez, il y a quand même un débat, et qui est le débat d'ailleurs au-delà des apprentis, le débat européen, c'est quelle langue utiliser. Alors, j'évoquais tout à l'heure en faisant un lapsus, ils pourront aller en Angleterre. J'ai rectifié immédiatement, parce que comment ça va se passer? Là, c'est fini, Brexit oblige, les conventions seront maintenues? Je pense qu'il y aura des conventions qui seront maintenues. Ceci fait l'objet de négociations avec les autorités britanniques. Ce que je crois, c'est que tout le monde parle anglais. Et donc, on peut s'en attrister, mais
les orientations de la francophonie. Mais c'est dommage. Le principe de réalité nous oblige à considérer qu'il faut passer par l'anglais. Et lorsqu'on parle des problèmes linguistiques, ça veut dire quoi? Parce que la mobilité, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait réciprocité. Bien sûr. Dans l'expérimentation que nous avons développée, il y avait des apprentis des pays de l'Est de l'Europe qui étaient candidats pour venir en France. Et quand ils ont vu que dans les CFA, il n'y avait pas de cours en anglais, ils peuvent pas. Ils ont renoncé à venir. Donc c'est complexe. Hein, les professeurs doivent aussi enseigner en anglais dans les CFA, ce qui n'est pas simple. Il faut s'y préparer. C'est ce qui se passe dans les grandes écoles et dans les universités. Ça n'est pas simple, mais ça n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut renoncer. Au contraire. Et puis, il y a aujourd'hui un frein sanitaire, parce que c'est pas facile de parler de mobilité en période de confinement et de lutte contre la pandémie. Mais c'est un moment privilégié pour préparer le rebond. Vous êtes dans le rebond à travers cette commission d'avenir sur la dette. Ça, c'est important parce que c'est le monde de demain. C'est ce qu'on va laisser et léguer à nos enfants et petits-enfants, hein, puisque vu la taille de la dette qu'on va faire rouler, on va la faire rouler sur plusieurs générations. Les CFA, je l'ai lu en préparant l'émission, j'ai vu que les CFA, finalement, et même les administrations, je pense à la Sécu, n'étaient même pas au courant de ce dispositif. Pour ceux qui nous regardent et qui ont des enfants ou qui sont chefs d'entreprise, concrètement, est-ce qu'ils peuvent utiliser ce dispositif? Oui. Voilà, oui, c'est important de l'entendre. Il faut qu'il y ait sur le terrain un désir de mobilité. Et tout le sujet est de le faire naître, ce désir de mobilité. Qui porte cette voix? Les directeurs de CFA qui doivent... Alors, les CFA ont un rôle très important, mais les entreprises aussi. Parce qu'elles sont partie prenante, les entreprises. Maître d'apprentissage. Et maître d'apprentissage, c'est une responsabilité, c'est être coproducteur de formation professionnelle. Et les entreprises peuvent y trouver des avantages considérables. D'abord, parce qu'en ayant des collaborateurs qui parlent anglais, qui sont allés voir ailleurs comment on s'y prend, ce sont des collaborateurs qui sont sur le chemin de l'excellence. Et il faut que les entreprises comprennent également tout l'avantage qu'elles peuvent en tirer. Elles en tirent quoi d'ailleurs, les entreprises, elles, avec d'avoir des collaborateurs de ce niveau? Ouais. D'abord, c'est plus qualifiés, plus sur deux. Plus qualifiés, plus sur deux, comprenant mieux les enjeux de l'Europe et de la mondialisation. Et donc surmontant toutes les peurs que peuvent inspirer les défis de la mondialisation. Et les entreprises vivent des expériences extraordinaires lorsqu'elles accueillent des jeunes venant de l'extérieur. Même pour elles, hein, c'est une bouffée d'oxygène. Le témoignage d'un garagiste vendéen qui a fait venir des jeunes Hongrois. L'aventure humaine a été extraordinaire. Dans des endroits où, quelquefois, dans l'usine, on n'a que des gens du cru. territoire, du cru. Sûr, ouais. Alors même que l'entreprise a une vocation internationale, avoir des jeunes qui viennent de l'extérieur, c'est apporter un souffle nouveau à l'ensemble des collaborateurs. Donc les entreprises peuvent tirer un avantage considérable de l'ouverture à l'international. Alors c'est compliqué parce qu'il faut à la fois que les pouvoirs publics prennent conscience de ces enjeux, commencent à faire converger, alors qu'on se replie en ce moment, faire converger leur législation pour faciliter cette mobilité, aller peut-être demain vers un statut européen de l'apprenti. C'est le débat européen à travers la question de l'apprentissage et des apprentis. C'est le débat sur les diplômes européens, pour qu'il y ait une véritable fongibilité et mobilité. Et ce que nous voudrions... Oui, c'est ça, parce que on a l'impression que ça peut marcher, que ça peut exister, mais que ça ne sort pas de terre. Ce que nous voulons, c'est démocratiser Erasmus. Parce que Erasmus a surtout profité aux étudiants. Oui, école supérieure. Ce que nous voulons, c'est que tous les jeunes puissent en bénéficier, et notamment les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle. Ouais. La France... Pour leur mettre le virus européen. La France présidera l'année prochaine l'Union européenne. Eh bien, je souhaite... et que ce soit l'occasion pour la France de mettre dans ses priorités l'avènement d'un espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage, comme il y a, en application des accords de Bologne, un espace européen de l'enseignement supérieur. Ce que nous voulons dire, c'est que l'ouverture internationale est un élément de valorisation, de valeur ajoutée extraordinaire, et que les entreprises doivent s'en saisir. Avant de nous quitter, ces jeunes Hongrois dans le garage vendéen, ils ont eu envie, une fois leurs 6 mois passés, de repartir dans leur pays d'origine, ou est-ce qu'il n'y a pas comme ça des tentations, et peut-être donc des peurs, de se dire, mais ces peurs existent. Ces peurs existent. On fait venir des apprentis, ils vont rester, et c'est donc des emplois non pourvus. On ne gardera pas des collaborateurs
si les conditions de travail, de collaboration dans l'entreprise ne donnent pas à ces jeunes une envie de poursuivre l'aventure. Et donc, l'appel qui est lancé aux chefs d'entreprise est un appel prégnant, parce que c'est eux qui ont la clé. Et ce qu'il faut, c'est que les centres de formation d'apprentis aient des référents. Ils ne les ont pas aujourd'hui? Pas tous. Pas tous. Non, c'est important. Tous n'ont pas inscrit dans leur projet pédagogique l'ouverture internationale. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que le gouvernement nous dise quoi faire. Il faut, sur le terrain, si l'on pense que l'ouverture internationale est un bienfait pour les jeunes dont on a la charge, allez-y, foncez. Eh bien, il faut y aller. Et il faut l'inscrire dans la priorité pédagogique, aller à la rencontre des OPCO, qui sont les financeurs de l'apprentissage, pour qu'ils reconnaissent cette vertu et donnent les moyens de concrétiser un si beau projet. Directeur de CFA, vous qui nous regardez, parce que voilà, vous avez allez-y, foncez. L'avenir est entre vos mains. Allez à la rencontre de l'association, parce que vous avez créé l'association. L'association s'appelle EuroApp Mobility. Voilà, c'est important. Nous sommes à la disposition de tous ces acteurs. Nous voulons être des activateurs de mobilité. Nous avons créé, il y a quelques semaines, EuroApp Mobility EU, dont le siège est à Bruxelles, chez les Compagnons du Devoir. Et les partenaires fondateurs sont des personnalités de différents pays de l'Union européenne. Ce que nous espérons, c'est créer des EuroApp Mobility dans tous les pays de l'Union européenne, pour qu'ils soient le poil à gratter, en quelque sorte, aussi bien des pouvoirs publics que des acteurs de terrain, que des formateurs, que des entreprises. C'est un travail de longue haleine. C'est sûrement un travail de longue haleine, mais de pédagogie. Les grands projets, la réussite ne s'inscrit pas dans le court terme. Nous sommes dans le monde de l'hyper-présent, du window dressing, si j'ose dire, de l'à peu près. Et là, on travaille sur trop souvent des illusions. C'est vrai. C'est une très jolie phrase. Et à travers ce dossier, vous portez quand même en vous cette idée d'une Europe. Mais je crois que c'est comme ça qu'on fait l'Europe. C'est par ces sujets concrets que vous bâtissez l'Europe. C'est comme ça qu'on fait l'Europe. Parce que le retour vers les frontières nationales est une impasse absolue. C'était une tentation, hein, Jean Arthuis. On l'a vu, on l'évoquait au début de l'entretien. Certainement. Le repli. L'Europe est encore, et quand on parle de dette publique, contrairement aux États-Unis, l'Europe, la zone euro, c'est 19 dettes souveraines. Nationales. Et donc, les investisseurs et les marchés peuvent de temps en temps jouer le spread pour disqualifier certains États qu'ils jugeraient trop endettés pour assumer leurs obligations, pour être en situation d'honorer leur dette. On attend avec impatience votre rapport. Ce rapport. Je mesure votre impatience et si vous m'invitez à nouveau, je viendrai. Vous viendrez le commenter parce que c'est un vrai sujet à la fois financier et politique. C'est un sujet de gouvernance publique. De gouvernance publique. Et je le redis, vous viendrez nous parler, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, de notre fameuse dette structurelle, bien séparée de la dette Covid. Elle a un coût, mais il y a aussi une dette structurelle qui implique des réformes. Vous ne m'en ferez pas dire plus. Voilà. Je reviendrai. C'est ça. Et vous avez vu, je vous ferai parvenir mon rapport. C'est mon tropisme de journalisme. Je veux savoir avant, ce qui est bien normal. Merci Jean Arthuis. Je salue votre tropisme. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de votre invitation. Votre bataille, votre combat concret pour la mobilité des apprentis à travers votre structure, votre association, c'est extrêmement concret. Et puis ce rapport sur l'avenir de la dette, présidé par Jean Arthuis, avec un aéropage de personnalités, économistes, mais aussi personnalités du monde de l'entreprise comme Augustin de Romanet. Des économistes, Laurence Parisot, Marisol Touraine, ancien ministre de la Santé. Économistes atterrés. Non, enfin, nous avons procédé à plus de 70 auditions. Oui, j'ai vu. Donc des économistes qui nous ont éclairés. L'éclairage des économistes, c'est très utile sur notamment des économistes qui ne sont pas français. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est votre tropisme européen. Merci Jean Arthuis. C'est bientôt terminé, ces fenêtres sur l'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Arthuis, et ça concerne d'ailleurs les apprentis. L'entreprise HomeServe, qui est un leader mondial de tout ce qui se fait autour de la maison, de la plomberie aux travaux jusqu'à la climatisation. Eh bien, son directeur général et président France-Belgique est avec nous sur ce plateau. C'est pour Fenêtres sur l'emploi. C'est un secteur qui recrute notamment des salariés, mais aussi des apprentis. Des apprentis. Et ça va faire plaisir à Jean Arthuis. Sont-ils prêts à les engager dans la mobilité? Eh bien, vous allez le croiser quelques secondes et vous le verrez à la fin peut-être de notre émission. C'est Fenêtres sur l'emploi et c'est tout de suite. Mais c'est sûrement une société qui a des établissements dans les différents pays de l'Union européenne et ceci facilite grandement la mobilité. Vous allez le rencontrer. Jingle, Fenêtres sur l'emploi. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
Fenêtre sur l'emploi, les métiers pour tous les talents. On vient de parler de l'apprentissage, on vient de parler des garçons qui doivent partir dans les pays d'Europe. On en parle avec Guillaume Mussert, on ne parle pas que de ça évidemment, président France et Belgique de HomeServe. Alors HomeServe, c'est une belle entreprise, hein. C'était l'un des leaders mondiaux des réparations et travaux de la maison, tout ce qu'on peut, de A à Z, hein, pour le faire simple, de la climatisation jusqu'aux petits travaux. Ouais. C'est 8 pays, vous êtes coté en bourse au London Stock Exchange. Racontez-nous un peu cette entreprise d'abord en quelques mots, en quelques chiffres. Pourquoi ça cartonne autant? Et puis la double question, c'est est-ce que le Covid a encore accéléré? On l'a vu, tous les magasins de bricolage ont été pris d'assaut. Est-ce que ça vous a donné un coup d'accélérateur? Oui, alors, HomeServe, ça part du besoin des consommateurs, en fait, des foyers français. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, environ un Français sur deux va faire face à une panne dans sa maison. Plomberie, électricité, chauffage, électroménager, tout. Hein, on peut tous avoir des exemples. Les petites galères du quotidien. Les petites galères du quotidien. Et tout le monde se pose la même question. Comment je fais pour trouver un artisan, un professionnel de qualité, qui soit disponible en payant un prix juste? Et c'est à ce besoin que répond HomeServe depuis maintenant 20 ans en France, en déployant des interventions chez ses clients, au travers à la fois d'un réseau de professionnels agréés, mais aussi avec des techniciens en propre, notamment dans le domaine du chauffage. D'abord, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'interventions. Je crois qu'il y en a plus de 215 000 en France par an. Il y en a une toutes les 2 secondes. C'est-à-dire depuis que l'émission a commencé. Toutes les 2 minutes. 2 minutes. C'est-à-dire depuis 4 minutes, vous êtes avec moi. Il y a déjà eu 2 interventions d'HomeServe. Et vous avez aussi élargi votre spectre sur l'énergie, parce que vous vous êtes aperçu, et il faut qu'on en parle, des besoins en matière de climatisation et de chauffage. C'est souvent des galères, évidemment, pour les Français. C'est très technique. Pourquoi vous êtes aussi ouvert sur ces sujets? Parce que c'est aussi des sujets qui touchent à l'écologie et à l'environnement. Absolument. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, bien sûr, dans les préoccupations des Français, la première, c'est le chauffage et la production d'eau chaude avant la petite fuite ou la panne électrique. C'est le vital. Hein. C'est le vital. Donc, on ne pouvait pas être un acteur de référence sur ce marché sans s'intéresser à cette activité. Et donc, depuis 2017, on fait de la croissance externe par rachat de sociétés localement implantées, effectivement, qui font de l'installation, de la maintenance et du dépannage, à la fois de sociétés d'appareils de chauffage et de climatisation. Et donc, on participe à une forme de transition énergétique. D'abord parce que comme on entretient ces appareils, ils sont moins consommateurs d'énergie, ils ont une meilleure efficience. Et puis quand on les remplace par des appareils avec des énergies non renouvelables comme la pompe à chaleur ou des poêles à granulés. En tout cas, voilà, on participe à l'amélioration de la transition énergétique en France. France-Belgique, je l'ai bien précisé. France et Belgique, absolument. C'est une zone francophone. Il n'y a pas de différence, j'imagine, dans les besoins de travaux entre la France et la Belgique? Non, là on sait des besoins communs, j'allais dire, partout sur la planète. L'entreprise HomeServe, c'est important parce que vous avez aussi cette volonté d'être une entreprise vertueuse aussi. Je parle de vous là en tant que, j'allais dire, le DRH, le patron de l'entreprise. C'est quoi les messages? C'est quoi la raison d'être de l'entreprise? Parce que c'est du service client, donc il faut être rapide, efficace, poli, qu'on soit content de votre passage, qu'on ne nous ait pas sali la salle de bain ou je ne sais quelle pièce. Dans l'entreprise, c'est quoi les messages que vous faites passer? C'est quoi la philosophie aux salariés qui sont dans l'entreprise? On s'appuie sur 3 valeurs. Et la première, c'est l'attention. Donc, si je devais en retenir qu'une, c'est l'attention, la bienveillance, la considération. À la fois on s'écoute. Voilà, à la fois pour nos collaborateurs, pour notre réseau de prestataires, parce que c'est eux qui interviennent. Et donc voilà, en étant bienveillant avec ces 2 parties constituantes, on assure une qualité de service à nos clients. Il faut voir que nos clients, quand ils nous appellent, ils appellent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont dans une situation un peu de stress. Les toilettes ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'eau chaude. Il n'y a plus d'eau chaude. J'ai plus de chauffage. Et j'ai plus de chauffage. Donc là, il faut quand même, vous, en premier contact, une qualité de service incroyable. Il faut les rassurer, il faut avoir de l'empathie, avoir de la bienveillance, organiser très rapidement l'intervention pour leur redonner le sourire. D'ailleurs, dans notre logo, il y a une maison qui sourit, c'est notre métier. On redonne le sourire à nos clients en réparant les tracas du quotidien. Alors vous avez noué aussi, je voudrais avant qu'on se quitte, qu'on en parle, parce que c'est aussi c'est un peu les raisons d'être, c'est aussi les entreprises à mission. Alors vous n'êtes pas entreprise à mission, même si ça se développe beaucoup, mais vous avez noué depuis très longtemps d'ailleurs un partenariat avec l'association Habitat et Humanisme.
Parlez-moi de ça, parce que je pense que c'est aussi une clé d'engagement des collaborateurs chez vous. Oui, on a C'est très lié, hein, Habitat et... Bien sûr. Voilà, vous êtes resté dans votre domaine. Oui, on a voulu donner du sens à notre action et puis aussi pour nos collaborateurs en disant, ben voilà, on intervient auprès de 1 200 000 foyers en France, voilà, qui nous font confiance, qui souscrivent à nos contrats ou font appel à nos services. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir faire appel à nous parce qu'ils n'ont justement pas de maison ou pas de foyer. Donc ça nous a paru assez légitime de nous investir auprès de cette association, à la fois financièrement, mais surtout en mobilisant nos collaborateurs au service d'action, de rénovation ou d'entretien d'habitat. Il faut savoir que cette association Habitat Humanisme aussi travaille aussi avec des entreprises d'insertion comme les Restos du Cœur, comme le Secours Populaire, le Refuge, le Carillon. La suite, vous êtes un président France-Belgique dans un groupe mondial en quelque sorte, un très gros groupe. C'est quoi la suite? C'est consolider, travailler sur des alternants hongrois. Vous avez entendu ce que disait Jean Arthuis. Alors vous avez des prestataires, j'imagine que c'est quoi? C'est sous forme de franchise? C'est comment ça se passe Non, ce sont des prestataires agréés. Agréés, ce donc sont vraiment des entreprises. Donc on vous appelle, ça se passe dans le Gard, vous allez trouver le prestataire agréé qui travaille avec vous. En son intervention, on va mobiliser un l'entreprise dispatching compétente qui va intervenir pour notre compte. Et vous intervenez jusqu'à ce niveau de détail sur la qualité de l'apprentissage des apprentis, parce qu'il faut avoir de la main-d'œuvre, et on sait que sur certains métiers, il n'y a pas de main-d'œuvre. Alors on intervient, on participe à la formation de nos prestataires sur justement la capacité d'intervention, les techniques, le sourire, l'accueil client, la propreté du chantier. Vous en parliez. Très important. Dans les métiers du chauffage, il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre. C'est des filières qui ne sont pas forcément. On recrute à l'étranger, comme on fait là? On participe effectivement à l'apprentissage, on sponsorise des filières de formation en France. Je savais que vous allez en parler. J'entendais ce que disait effectivement l'ancien ministre. Exactement. Il y a probablement des pistes c'est intéressant. À regarder. En Angleterre, on a une HomeServe Academy où on a notre propre parcours de formation d'apprentis dans les domaines de la plomberie et du chauffage. Créé en Angleterre, je ne l'ai pas précisé. HomeServe, je ne l'ai pas précisé. En France, Belgique, ça c'est vos prérogatives, mais c'est une entreprise qui a été créée en 93, si je ne m'abuse, non? 93, oui. 93, donc voilà, ça se passe bien. Vous continuez toujours à passer. Bon, il y a le Covid, mais oui. Brexit oblige, ça a un peu refroidi Non, tout va bien. Tout va bien. La vie continue. Et surtout, voilà, la maison, ça reste la valeur importante des foyers en France comme dans le monde. Encore plus peut-être avec la pandémie où maintenant on y vit, on y travaille. Et donc il y a les Français. Tout pour la maison. Tout pour la maison et tout pour être bien chez soi. Bien chez soi, c'est HomeServe avec son directeur général qui était sur notre plateau, Guillaume Musser, président France-Belgique de HomeServe. Merci d'avoir fait un détour. Puis je sais que Jean Arthuis vous attend derrière pour parler un tout petit peu apprentissage. Bah oui, il vous attend, c'est normal. Avec vous êtes plaisir. une très grosse entreprise et ça va vous faire plaisir. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Héloïse Merlin. Merci à Fanny Griesmer que vous retrouvez demain évidemment pour sa pause café. Merci à Pauline Gratel et merci à toute l'équipe. Merci à vous qui réagissez, qui êtes très nombreux sur tous les réseaux sociaux et devant votre poste de télévision. Demain, je serai là en direct. Portez-vous bien. D'ici là, bye bye et à demain.